Je dis souvent aux gens, rester là où tu es, c'est dur, et il y a de la souffrance parfois. Donc, juste peut-être quand on manque de la souplesse et de la mobilité, c'est dur dans les moments du quotidien. Et je dis souvent, créer un changement, c'est aussi dur. Maintenant, il faut choisir quelle est ta direction. Il faut peut-être te dire, si tu t'inscris dans ce mouvement où tu te dis, je vais bouger, je vais créer du changement, je vais améliorer mon état, mais ça prendra le temps. Mais peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras dans un meilleur état et tu vas mieux profiter, mieux jouir, entre guillemets, de ton corps et des moments du quotidien. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de Simp, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez Simp, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Nous avons tous vécu des moments où nous nous sentons trop fatigués pour commencer une nouvelle activité physique ou pour reprendre le sport après une longue pause. Comment s'y remettre, trouver le bon rythme, éviter les blessures et surtout, comment faire pour s'y tenir. Aujourd'hui, pour répondre à ces questions, je suis heureux d'accueillir Patrick Painville, personal trainer, avec une vaste expérience en éducation physique, en nutrition et diverses méthodes de fitness. Son approche globale, qui inclut la nutrition, la mobilité, l'entraînement de force, garantit une qualité de mouvement, tant dans le sport que dans la vie quotidienne. Bonjour Patrick. Bonjour Nico. Je suis ravi de t'avoir dans ce podcast. On a déjà fait un épisode de podcast ensemble avec Transforma à l'époque. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment de venir discuter un petit peu de comment commencer une activité sportive, comment se remettre au sport. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être te laisser 2 minutes pour te présenter. Ok, super. Merci d'abord de m'avoir invité dans ton podcast. Donc, Patrick Painville, personal trainer depuis une 15aine d'années maintenant. Je suis professeur d'éducation physique mi-temps. Et alors, à côté, donc, je travaille comme coach. Donc dans ce studio Synapse. On est dans ton studio. Exactement, c'est moi qui t'accueille. Et donc à mi-temps, coach personal trainer. Donc passionné par la force et par la mobilité, je dois quand même dire. Donc ce sont 2 choses qui me passionnent le plus. Et puis ensuite, je pense que si je regarde mes clients, je suis capable de travailler pour la perte de poids, la remise en forme ou gagner de la masse musculaire et des choses comme ça. Donc, c'est ça. Donc voilà. Parce que toi, de ton côté, tu fais beaucoup plus vraiment de l'haltérophilie, mais c'est pas du tout ce que tu fais avec tes clients. Ouais, c'est vrai que tu me vois souvent m'entraîner. Ouais. C'est vrai qu'après une 10aine d'années, après avoir donné des cours collectifs, après avoir fait du fitness, après avoir fait la calisthénie ou plusieurs méthodes d'entraînement, je suis arrivé à ma pratique en me disant que c'était un bon moment pour moi maintenant. C'est encore le bon moment pour pouvoir faire l'haltérophilie. Je pourrais vanter les mérites de l'haltérophilie, mais ça, c'est personnel. Donc, c'est ça. C'est mon objectif. C'est pas du moi. tout ce que tu fais avec tes clients. Ici, tu as aussi le Synapse que tu as lancé ici avec à Transforma, où tu aides vraiment les gens à rester en forme, à avoir un objectif plutôt de longévité, à se mettre au sport et à être en forme, en fait, plutôt qu'avoir une performance sportive. Je crois que c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent de savoir que tu fais ça, tu es passé un peu par plusieurs courants et aujourd'hui maintenant tu es vraiment dans une approche globale avec le but d'apporter la bonne santé en fait à tes clients. Exactement. Donc Synapse, c'est un programme d'accompagnement qui vise à se remettre en forme et donc on se rend compte que beaucoup de personnes arrêtent le sport ou ont une mauvaise expérience avec le sport parce qu'elles se blessent ou parce qu'elles ont de mauvaises choses qui se sont passées pendant le sport, ou peut-être juste c'est trouver les bonnes habitudes. Donc comment créer des bonnes habitudes pour pouvoir faire en sorte que le sport a lieu. Donc est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est à midi, est-ce que c'est le soir après l'entraînement, et donc on essaie ensemble de trouver un cadre et on essaie ensemble de comment est-ce que je vais expliquer ça? On essaie de créer une synergie pour que la personne puisse progresser. Et en fait, c'est un programme d'accompagnement, c'est individualisé dans un premier temps. Et donc, chacun avance à son rythme. Ça, c'est ce qu'on fait avec Synapse. Et on va justement parler un petit peu de tous les différents points qu'il faut toucher. Je crois que la première question que j'ai pour toi, c'est comment est-ce qu'on se remet au sport? Qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui n'a plus fait de sport depuis longtemps ou qui n'a jamais été vraiment très sportif et qui se rend bien compte qu'il faut bouger et envie de se mettre au sport? Par quoi est-ce qu'on commence?
moi, je partirais plutôt en disant, il y a la notion de plaisir qui rentre en compte. Et cette notion de plaisir, elle va découler, elle va faire en sorte que la personne va revenir et va s'entraîner et va créer une accoutumance. Ça, c'est super important. Et donc, si je m'arrête à la notion de plaisir, j'ai envie de dire, la personne peut faire n'importe quel type de sport ou n'importe quel type d'activité. Il faut juste éviter tout ce qui est sport violent ou les sports avec des gros impacts. Et donc, l'autre élément dont il faut tenir compte, dont il faut en parler, c'est faire un sport ou faire une activité. C'est aussi regarder ce qui se passe après l'activité. Si je joue au foot, je prends l'exemple parce que je suis un ancien footballeur. Si je joue au foot et qu'il me faut 3 jours pour récupérer et sortir de là et que j'ai des douleurs au genou, des douleurs articulaires et des choses comme ça, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, peut-être pas aller vers ce genre d'activité. Et donc voilà. Donc, moi, je dirais, ça peut être de la Zumba, ça peut être de la marche rapide, ça peut être des cours dynamiques, des cours type de vélo et autres. J'ai vraiment, moi, je suis forcément passionné par le renforcement musculaire qui ensuite va découler vers un travail de force parce que de toute façon, avec l'âge, on perd de la force. Et puisque je me suis inscrit dans un travail de longévité, pour moi, si je construis une maison, la base, c'est d'abord le travail de force. Mais tout le monde n'est pas capable de faire un travail de force. Faut peut-être juste commencer par faire du renforcement musculaire. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois. Mais non, voilà. Donc, moi, j'orienterai, si j'ai ma grand-mère qui commence à faire du sport et que ma grand-mère sort de son canapé et que ma grand-mère va faire de la Zumba, je serai très content. Peut-être après 3 mois, 6 mois, j'irai peut-être à ma grand-mère, bon, en plus de la Zumba, est-ce qu'on peut rajouter quelque chose d'autre? Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre? Donc voilà, notion de plaisir dans un premier temps, et puis ensuite, qu'est-ce qui crée réellement le changement? On se rend compte que certains sports, certaines activités ne créent pas vraiment de changement. Et donc, si je me mets au sport pour améliorer ma qualité de vie, améliorer mes mouvements au quotidien, la notion de force est quand même, on va dire, c'est quand même la base sur laquelle il faut travailler. Voilà. On reviendra peut-être un peu après sur la notion du plaisir. Ouais. Mais ici, tu disais déjà comment est-ce qu'on sait un petit peu la fréquence à laquelle se mettre. Donc tu disais essayer de faire un exercice où tu vas pas souffrir pendant 3 jours qui suivent. Mais j'ai l'impression que quand tu commences n'importe quel sport, déjà tu vas passer inévitablement par quelque chose qui n'est pas spécialement, qui ne procure pas spécialement du plaisir. Ça, on en reviendra peut-être plus tard. Mais aussi où tu vas souffrir un petit peu. Oui, c'est vrai. Donc, effectivement, donc moi, je dis souvent aux gens, rester là où tu es, c'est dur. Et il y a de la souffrance parfois. Donc, juste peut-être quand on manque de la souplesse et de la mobilité, c'est dur dans les mouvements du quotidien. Et je dis souvent, créer un changement, c'est aussi dur. Maintenant, il faut choisir quelle est ta direction. Il faut peut-être te dire, si tu t'inscris dans ce mouvement où tu te dis, je vais bouger, je vais créer du changement, je vais améliorer mon état, mais ça prendra le temps. Mais peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras dans un meilleur état et tu vas mieux profiter, mieux jouir, entre guillemets, de ton corps et des mouvements du quotidien. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. La fréquence, pour moi, ça doit être 2 à 3 fois par semaine. Une fois, je me rends compte que les personnes qui s'entraînent une fois, chaque semaine, en fait, on met les compteurs à 0 et chaque semaine, la souffrance est la même. Et puis, la récupération, ok, j'ai une semaine pour récupérer, mais en fait, il y a un point dont on peut parler plus tard. Il y a, on appelle ça la surcompensation. C'est-à-dire que quand je fais un entraînement, avec la récupération qu'il faut, donc avec le bon sommeil, le stress en moins et des choses comme ça, avec la bonne alimentation qu'il faut, en fait, je vais récupérer et je vais me retrouver dans un état au-dessus. Donc, si je m'entraîne lundi, on peut supposer que mercredi, je suis en surcompensation. Donc, mercredi, c'est un bon jour pour s'entraîner aussi. Donc, pour pouvoir avoir une expérience positive, moi, je dirais s'entraîner 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est bien, c'est OK. Maintenant, de nouveau, nous, les coachs, nous sommes des gens un peu perchés. La vraie réalité, ça serait s'entraîner tous les jours. Peut-être faire 15 à 20 minutes tous les jours. Et ça, c'est la vraie réalité. Ça, c'est le vrai conseil que je donnerais, en fait. Maintenant, 15 à 20 minutes tous les jours, mettre des petites choses. Donc, pour augmenter son métabolisme de base. Est-ce que du coup, tu conseillerais plus, donc déjà au-dessus de une séance, donc minimum 2 séances, pour sinon tu vois aucune progression. Mais quel type, donc tu dis si tu sais faire 15 minutes tous les jours, c'est bien.
Mais est-ce que ça vaut plus la peine de faire 2 heures le lundi et 2 heures le mercredi, ou plutôt de faire 15 minutes tous les jours? Moi, je préfère 15 minutes tous les jours. Maintenant, pour être capable de s'entraîner 15 minutes tous les jours, il faut une prise en charge. C'est vrai qu'à toutes tes questions, je pourrais répondre qu'est-ce qu'il faut faire. Je pourrais dire, faut venir voir Patrick, venir chez Synapse, ou tout simplement, faut aller trouver un coach proche de chez soi ou du boulot. Mais il faut aller trouver un coach, et avec ce coach, en fait, faire un bilan au niveau de la mobilité articulaire, un bilan au niveau de la condition physique, un bilan au niveau de la force. Et une fois que j'ai ces bilans, ces différentes analyses, dans ce cas-là, alors, je peux découper, en fait, et dire, mon cardio, même 20 minutes de cardio sur une journée, c'est OK. Donc, que ce soit l'endurance ou l'intervalle, on peut rentrer dans les détails plus tard. Et pareil, pour faire un travail de force, si je fais un petit échauffement avant, je peux très bien améliorer ma force en 15-20 minutes aussi. Et pareil pour la souplesse et des choses comme ça. Donc voilà. Donc, je dirais 15-20 minutes plus tard. Il faut quand même passer par la prise en charge, par la base, en fait. Hein. Donc, et justement, voilà, je pense qu'en effet, être suivi par quelqu'un, c'est toujours l'idéal. Maintenant, pour quelqu'un qui ne sait pas être suivi, comment est-ce que cette personne peut elle-même, est-ce que tu as des petits trucs pour jauger un petit peu son niveau, tu vois, savoir un petit peu, OK, où est-ce que moi je me situe et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse idéalement, et quand est-ce que je sens que j'arrive un petit peu dans un truc qui est trop intense pour moi ou quelque chose qui est trop faible pour moi. Comment est-ce que quel conseil est-ce que tu as pour être à l'écoute de son corps, je dirais, mais de nouveau être à l'écoute de son corps, ça ne parle pas à tout le monde. On n'écoute pas son corps de la même façon. Ça dépend un petit peu de ce que moi j'appelle l'âge sportif. C'est pas juste les années où tu vas pas pratiquer du sport, que ce soit du sport collectif en groupe ou autre, mais c'est les années où tu as commencé à te remettre en question sur ta condition, ton état, et les années où tu as décidé de créer un changement. Donc moi j'appelle ça donc l'âge sportif. Parfois donc sur 1 an, 2 ans, 3 ans d'âge sportif, tu es capable d'écouter ton corps et de pouvoir jauger ton niveau. Donc je pense qu'il y a dernièrement il y a un marathonien qui a battu son record sans montre, sans chrono, donc parce que c'est vrai qu'on vit à l'ère du connecté, donc on trace tout, on a plein de métriques dans tous les sens. Mais il y a encore des sportifs à l'heure actuelle qui sont capables de savoir à quelle vitesse courir, à quelle fréquence cardiaque ils sont plus ou moins. Donc, j'irai écouter son corps. Ça, c'est vraiment la première chose. Et puis, l'autre chose, c'est voir si j'ai trop fait, mais qu'est-ce qui se passe après l'entraînement? Est-ce que j'ai des courbatures? C'est OK, je peux avoir des courbatures le lendemain. Souvent, les courbatures arrivent 24 et 48 heures après. Mais est-ce que les courbatures restent plus longtemps? Est-ce que j'arrive à récupérer plus vite? C'est ce qui se passe pendant l'entraînement, mais c'est ce qui se passe aussi en dehors de l'entraînement. Est-ce que le sommeil, je pourrais aussi tout répondre en disant le sommeil est important, le stress est important, et puis l'exposition au soleil, c'est important. Donc, moi, j'appelle ça les 3 S. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est assez difficile, c'est vrai, quand on commence, et c'est de nouveau, je dirais, c'est quand même mieux d'avoir un regard externe. Donc voilà. Et justement pour quelqu'un qui recommence, du coup, comment est-ce parce que le plus dur souvent on voit le 1er janvier tout le monde va s'inscrire à la salle, on va pas citer son nom mais tout le monde va prendre son abonnement et puis le 15 janvier il y a plus personne. Comment est-ce que tu peux aider quelqu'un à passer ce stade crucial un petit peu des 2-3 premières semaines? Enfin, je sais pas combien de temps déjà il faut passer pour arriver dans ce stade où ça fait partie de ta vie, et quelles sont les astuces que tu donnes à tes clients pour passer ce cap? Ouais, voilà. Donc je fais une petite blague, enfin pas une petite blague, mais j'ai une fois fait une séance de yoga, on va dire ça un peu yoga, méditation, spiritualité, et l'animatrice, on va appeler ça comme ça, elle utilisait une phrase à un moment donné, elle disait est-ce que vous êtes prêt à mourir? Bon, alors, personne n'est prêt à mourir. Mais elle utilisait cette phrase en disant est-ce que tu es prêt au changement? Et à quel point tu es prêt au changement? Est-ce que tu es prêt à laisser, à abandonner un petit peu tes anciennes croyances ou tes mauvaises habitudes et adopter des nouvelles habitudes pour pouvoir créer un changement qui va s'opérer dans 3 mois, 6 mois et ainsi de suite.
Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, beaucoup de gens travaillent sur la motivation, mais la motivation est fluctuante, ça, elle bouge tout le temps. C'est très difficile de dire tiens, je suis motivé, maintenant je signe et je m'engage. Peut-être, de nouveau, on revient à écouter son corps. Peut-être se dire pourquoi est-ce que je veux faire du sport? Est-ce que c'est parce qu'on me le dit? Est-ce que c'est parce que c'est le médecin qui le dit? Est-ce que c'est le miroir et des choses comme ça? Donc, pourquoi est-ce que je veux en faire? Et si je réponds à ce pourquoi, alors le tout, c'est s'engager sur le long terme en disant je vais traverser par plusieurs étapes. Donc, l'expérience parfaite où tout se passe bien n'existe pas. Il y a toujours des hauts, des bas. Mais je m'engage sur le long terme et je m'inscris sur une discipline, en fait. Donc, ne plus compter sur la motivation, compter sur la discipline. Et se dire que donc dans ces différentes étapes, on passe tous un peu par les différentes étapes. On peut dire qu'il faut parfois 21 jours ou même 30 jours pour faire en sorte pour créer un changement dans la vie et pour faire en sorte de passer d'une mauvaise à une bonne habitude. Concrètement, comment est-ce que tu planifies ces 21 premiers jours et comment est-ce que tu arrives à ces 21 premiers jours? Sachant que la semaine 2, une fois il pleut, une fois t'as pas le temps parce que t'es au travail. Quelles sont un peu les astuces que t'as pour toi peut-être déjà, ouais. Même si on est souvent pas le meilleur exemple de son art, mais comment est-ce que quels sont tes outils? Dans un premier temps, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de notions. Quand une personne démarre, il n'y a pas beaucoup de notions de plaisir dedans. Elle n'a pas beaucoup de retours. Mais ce qui peut faire la différence, c'est se dire je me prends du temps pour moi, uniquement pour moi, et le moment où je peux prendre du temps, où j'ai pas de stress, où je ne suis pas dérangé par qui que ce soit, est-ce que ça peut être le matin? Est-ce que ça peut être sur le temps de midi? Ou est-ce que ça peut être le soir pour parfois décharger après une journée de sport? Mais c'est vraiment se dire, je prends un moment pour moi et je coupe mon téléphone et je vis l'instant présent. Et donc, dans un premier temps, il faut un peu s'obliger à le faire et accepter que ça n'avance pas tellement, que c'est dur, qu'il n'y a pas beaucoup de plaisir. Et donc, moi, forcément, en tant que coach, c'est plus facile de créer une relation, en fait. Donc, en tant que coach, on joue beaucoup là-dessus, c'est qu'on crée une relation et on crée un environnement, un environnement serein, un environnement sécuritaire où la personne se dit, tiens, finalement, je suis bien ici. Et parfois, les gens me disent 1 heure d'entraînement, mais c'est trop, c'est pas possible. Mais en fait, finalement, elle arrive à s'entraîner pendant 1 heure, mais c'est pas 1 heure à haute intensité. C'est 1 heure où on fait un échauffement. La première partie, on fait un échauffement, on fait un peu des mouvements, des mobilisations articulaires, on fait un tout petit peu de renforcement, on fait des travaux de respiration. Et donc, c'est créer cet environnement où la personne sort de là en disant ah chouette, j'étais capable de tenir cette heure. Mais c'est vrai que dans un premier temps, il faut un peu s'obliger. Et c'est ça, tu parles d'environnement, je crois, parce que tu dis que la motivation elle fluctue. En effet, tous les jours tu vas pas être motivé pour aller au sport. Mais est-ce que t'as pas aussi une façon de façonner son environnement pour faire en sorte qu'en fait ça ne dépende pas de ta motivation? Tu vois, le fait d'aller t'entraîner ne dépend pas du fait de ce que je suis motivé ou pas. C'est juste que ça fait partie de mon environnement. Et je le mets je le mets dans mon agenda ou je le mets sur ma route pour aller au boulot. Est-ce que t'as pas aussi quelque chose de très, en fait, faire en sorte que tu n'aies pas le choix? C'est quelque chose. Un moyen de faire en sorte que tu n'aies pas le choix, c'est, je n'aime pas le côté bodybuilding en disant pour l'été, je vais absolument perdre 10 kilos. Ça, je suis moins fan parce que je m'inscris moins dedans. Après, je reconnais les personnes qui font ça très bien. Moi, j'aime bien trouver avec la personne un objectif court, moyen et long terme et se dire, on vit cet objectif. Bon, je prends un exemple. C'était un peu moins avant aussi. Je vais courir les 20 km de Bruxelles. J'ai une date. Et une fois que j'ai une date, je me dis, OK, 3 mois avant, je dois mettre en place des choses. Et puis, à l'approche, tiens, il me reste plus que 1 mois et demi. Est-ce que j'ai répondu aux différentes tâches, aux différents critères et ainsi de suite? Donc, je trouve que c'est plus motivant de fixer une date et de mettre un objectif qu'on va découper finalement en cycles ou en plusieurs séances et des choses comme ça. Donc ou quelqu'un qui marche se dire voilà, je vais faire une marche d'autant de kilomètres pendant l'été, il faut que je sois prêt d'ici là et avancer progressivement. Il y a l'aspect symbolique de la chose qui peut t'aider à tenir en fait, à ne pas dire je lâche pour X raison. Tu peux dire OK, aujourd'hui ça va pas, je me sens pas bien, je suis fatigué, je suis stressé. Mais je me suis quand même inscrit là-dedans. Et donc, et ça revient de nouveau à la phrase, je me suis inscrit, je me suis engagé et je suis prêt à mourir
entre guillemets. Et donc, quand on, souvent je questionne mes clients en leur demandant, tiens, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et parfois, les gens oublient le pourquoi. Et donc, quand tu rappelles et que tu rattaches les gens vers le pourquoi, ils se disent, OK, je sais pourquoi je le fais. En ce moment, c'est dur. J'aime pas ce que je fais, mais je sais pourquoi je le fais. Donc, et ça marche comme ça. Et j'imagine qu'il y a aussi une notion de conscience aussi, que le sport est important. Parce qu'on dit toujours, il faut faire du sport. Mais je pense que quand tu comprends vraiment l'importance de faire du sport aussi, tu vas plus facilement le rattacher à un pourquoi. Comment est-ce que tu gères ça avec tes clients? Je pense que moi, c'est vraiment mon style, mon caractère. Moi, ce que je fais, c'est que je passe beaucoup par de l'éducation. Donc l'éducation qui amène plus tard à une autonomie. Je l'ai fait, donc en étant plus jeune, où j'ai juste coaché pour brûler des calories, où j'ai juste coaché pour se dépenser, pour faire de l'exercice, et c'est parfois chouette, génial, tout ce qu'on veut, mais je me rends compte que les personnes qui revenaient après ça étaient incapables de reproduire la séance seules ou même de comprendre ce qu'on avait fait avant. Et donc, moi, je m'inscris souvent dans une éducation en disant, voilà, on va commencer par la base. Pourquoi est-ce qu'on s'échauffe? Quelles sont les différentes méthodes d'échauffement? Et puis, on parcourt la séance comme ça et on avance progressivement. Et donc, et ça revient de nouveau un peu à ce que je disais tout à l'heure, à l'âge sportif. Donc, voilà. Et une fois que on a vu ensemble, on a construit la séance ensemble, on a compris, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire un pas en arrière, d'observer la personne et de la coacher juste avec ma voix et de la guider. Et même la personne, je pense qu'elle a un retour positif parce qu'elle se dit, tiens, je suis capable, et j'arrive à le faire et j'arrive à le faire seul. Donc voilà. Ouais. Je l'avoue parce que pour les auditeurs, du coup, ne le savent pas, mais moi, je m'entraîne avec toi aussi. Ouais. Et c'est vrai que souvent, tu me dis une ou deux phrases, tu me corriges de loin. Je sais même pas que tu me regardes et tu me corriges de loin sur un exercice ou deux, mais je viens et en fait, je fais mon sport tout seul. Ouais. On parlait hors antenne, tu parlais de c'est un peu ce cadran avec le but d'arriver justement en autonomie dans ce truc où ta routine sportive fait partie de quelque chose que tu fais de manière inconsciente. Ouais. Tu parlais de passer par certaines phases. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à expliquer. Ouais. Donc je disais, oui, c'est ça. Je disais tout à l'heure, j'expliquais les différentes étapes d'apprentissage. Ça veut dire qu'on traverse tous ces différentes étapes. On commence toujours par l'incompétence inconsciente. Je sais pas que je sais pas. Et donc je prends toujours le même exemple. C'est je bois une boisson sucrée après le repas et je ne sais pas que c'est mauvais pour mon corps jusqu'au jour où mon collègue me le dit, tiens, Patrick, c'est mauvais de boire ça. Et alors là, j'arrive à une étape où je suis toujours incompétent, mais je suis conscient. Et puis je me dis, OK, tant que je suis incompétent, conscient, ça trotte un peu dans ma tête et il faut du temps. Chez certaines personnes, il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin peu importe, jusqu'au jour où elles décident de faire un effort, de dire, OK, maintenant je vais créer ce changement-là, je sais que c'est mauvais et je vais l'enlever ou je vais essayer de m'améliorer. Et là, alors on passe par la compétence consciente. Je suis compétent parce que j'ai mis en place cette habitude, mais tant que c'est conscient, ça demande toujours un effort. Et ça demande toujours un effort. Et le problème avec l'effort, c'est qu'à un moment donné, on a une baisse de motivation, hop, on abandonne. Et le tout, c'est arriver à la compétence inconsciente. C'est-à-dire que je fais les bonnes choses. C'est exactement la même chose pour l'alimentation. Hein. Donc, je mange correctement. J'ai un bon petit déjeuner qui me convient, qui est équilibré, mais je ne fais pas d'effort pour autant. Et donc, on se rend compte que quand on ne fait pas les efforts pour les bonnes choses, on peut les maintenir, en fait. Donc voilà. C'est ça. Je pense que pour les personnes qui démarrent le sport, il y a vraiment l'aspect, j'ai envie de dire, accoutumance. Donc, et s'approprier un petit peu l'environnement. Et puis, après, il y a la deuxième élément, c'est qu'est-ce qui est, reproductible et qu'est-ce qui est, l'espèce de faisabilité. Donc, est-ce que je peux maintenir ça et je peux le reproduire sur le long terme? Et donc, je prends un exemple. Tiens, OK, j'ai commencé à faire du sport et ça, c'est génial pour les joggeurs. Et je pars en week-end et je sais pas faire de sport, mais j'ai quand même mes baskets. J'ai prévu le coup. J'ai mis mes baskets dans la valise et je peux aller courir finalement n'importe où. Je suis pas bloqué. Et donc, ouais, exactement. En fait, tu commences à faire les bonnes choses ou en tout cas les choses que tu as décidé qui étaient bonnes pour toi. C'est ça. Sans réfléchir. Sans faire trop d'efforts, en fait, finalement. Ouais. C'est, Tu parlais d'un point qui est essentiel, c'est la récupération. Ouais. J'imagine que quand on commence à faire du sport, souvent on y va à fond
et on est là, on va courir 5 km sans s'arrêter au max et on se crame complètement, et puis après on retourne le lendemain parce qu'on a trouvé ça chouette, mais on n'a pas laissé le temps à son corps de se reposer. Comment, pour quelqu'un qui démarre, ou même qui fait du sport avec un inconfort, ça on peut même en discuter encore un petit peu après, comment est-ce qu'on gère sa récupération? En écoutant son corps, j'ai envie de dire. Donc les bases, ça sera, c'est ça, c'est vraiment vrai. Hein. Donc écouter son corps, et après parce que la récupération, donc, sans juste regarder la séance, hein, sans juste regarder la séance, avec un mauvais sommeil, pardon, on peut ne pas récupérer correctement. Avec un stress accru, on peut ne pas récupérer. Donc je renverrai toujours vers le sommeil et la gestion de stress au quotidien. Maintenant, si on regarde l'entraînement, on va dire que je suis ultra motivé, c'est le 15 janvier, comme tu le disais tout à l'heure, et j'ai envie de me challenger avec mes amis, poussé par mon environnement. Le problème avec ça, c'est que on risque de se blesser. Mais ça peut arriver. Mais si jamais je le fais, faut juste regarder ce qui se passe après l'entraînement et voir est-ce que j'arrive à récupérer, parce que peut-être que j'ai passé énormément d'années à être en sous-entraînement et pas stimuler ça. C'est le cas de certaines personnes aussi. Elles stimulent pas assez, elles vont pas assez, pas à l'échec, mais elles vont pas assez chercher le seuil en fait. Et donc le tout, c'est voir est-ce que je récupère suffisamment, et si je récupère pas suffisamment, donc dans ce cas-là, alors il faut modifier, il faut changer. Et comment est-ce qu'on sait si on a récupéré suffisamment? Parce qu'il y a aussi tout cette chose de dire que c'est intéressant d'aller s'entraîner quand on a des courbatures. On va peut-être faire un exercice différent. Enfin, je sais pas quelle est ta position par rapport à ça. Imaginons, je suis courbaturé le deuxième jour. Oui. Est-ce que ça vaut la peine de se réentraîner sur des après courbatures? 48 heures, oui, effectivement. Donc, si on parle juste de, donc, bon, moi, je suis dans une salle de fitness, dans un studio d'entraînement, et on fait forcément du renforcement musculaire. Si on regarde juste l'aspect renforcement musculaire, les courbatures arrivent souvent 48 heures après, où je sens vraiment, j'ai travaillé les jambes, et c'est souvent dans les jambes qu'on le sent. Si on a fait un mouvement, on peut très bien faire un autre mouvement de jambes. Donc, je prends simplement un exemple. Si j'ai des courbatures parce que j'ai fait des squats, je peux très bien faire des flexions des hanches, ou je vais plutôt avoir un renforcement au niveau des lombaires et au niveau des fessiers. Si les squats, on travaille un peu plus mes quadriceps, alors je change de mouvement. Donc, on peut, donc en planifiant bien sûr, hein, donc en planifiant sur la semaine, avoir un bel équilibre, une belle synergie pour pouvoir s'entraîner à peu près tous les 48 heures. L'exemple en est, donc moi j'ai des clients qui viennent s'entraîner une fois par semaine, mais j'ai des personnes qui viennent s'entraîner 5, 6 et parfois 2 fois par jour. Et alors dans ce cas-là, l'objectif c'est avoir un équilibre, ne pas toujours refaire la même chose. On n'est pas non plus dans du random. Ça veut dire que c'est pas que j'arrive et hop, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je bricole. Non, on s'assied, on prend le temps et ensuite on pense à l'entraînement. Et donc moi je suis passionné, comme j'ai dit tout à l'heure, de force. Donc je peux très bien faire de la force, ce qui est mon cas, le lundi matin, et je peux faire un travail de mobilité le lundi soir. Donc je m'entraîne 2 fois sur ma journée. Le lendemain, je peux très bien m'entraîner de nouveau et faire plutôt un travail cardiovasculaire. Donc c'est combiné un petit peu en fait. Donc et c'est peut-être une question que j'aurais dû poser plus tôt, mais pourquoi est-ce que c'est si important la récupération? Pourquoi est-ce que c'est si important la récupération? Comme j'ai dit tout à l'heure, donc soit quand on s'entraîne, c'est qu'on veut s'améliorer. Donc si je reviens de vous en amont, je dirais à partir de 25-30 ans, on a un petit peu, c'est un peu notre cas, hein. On a les cheveux qui tombent, on perd de la force, on a moins de vitalité, moins d'énergie, donc on commence un petit peu à s'entraîner. Si on s'entraîne, c'est pour maintenir les curseurs, soit les maintenir ou soit les faire monter un tout petit peu. Et pour ça, forcément, faut quand même en parler. Dans le fitness à l'heure actuelle, beaucoup de gens vont vers des produits de la testo, des produits dopants, anabolisants et ainsi de suite. Mais si je ne vais pas dans ce chemin-là, forcément, je vais aller vers l'entraînement et je vais essayer d'à chaque fois pousser mon corps à un certain niveau. Mais si je le pousse, il faut absolument que je regarde la récupération derrière. Et donc, si ma récupération est bonne, c'est que je continue à m'entraîner. Et donc, si je vais dans cette logique-là, soit je stagne, soit
je suis en surcompensation. Ça veut dire que mon entraînement me permet d'améliorer mes capacités de semaine en semaine et de me retrouver toujours à un niveau légèrement supérieur. Ou alors, je suis en surentraînement. Dans ce cas-là, alors, je suis vraiment en dessous. Et donc, ça, c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. C'est que soit le stimuli, donc le stress que ces personnes produisent dans le corps, soit c'est pas assez, ou alors soit c'est beaucoup trop, et du coup on rentre dans le surentraînement. Donc de nouveau, c'est mettre en place toute une série de choses pour avoir une surcompensation en fait. Et parce que c'est vrai que le surentraînement, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on voit souvent chez les sportifs ou chez les personnes qui ont un rythme de vie assez soutenu au niveau du travail, du stress, de la vie de famille. Et puis sur le côté, ils font énormément de sport pour aller décompresser ou tenir un petit peu, parce que pour allier un petit peu autre chose que le travail, avoir le sport en plus, ou même des sportifs qui se surentraînent. Nous, chez Simple, je fais un petit peu une petite aparté sur Simple, mais on a une analyse qui est l'analyse du profil du cortisol salivaire, où on peut voir justement comment vont les glandes surrénales, donc qui produisent le cortisol qui vient remettre l'équilibre à ton corps après un épisode de stress. Et chez certaines personnes, justement, en surentraînement, on a le cas de personnes qui disent, voilà, j'ai fait des trop grosses séances d'entraînement, on m'a recommandé de venir faire l'analyse chez vous parce que j'étais complètement épuisé. Et en effet, ils sont épuisés en cortisol. Comment est-ce que ces personnes-là, derrière, reprennent un petit peu, parce que c'est des vraies questions que nous on reçoit de certains de nos clients. Comment est-ce que je recommence? Il me disait, voilà, maintenant, j'ai par exemple un qui me disait, j'ai un trek dans 30 jours. On m'a dit que c'est à cause de mes séances d'entraînement trop puissantes. J'ai peur de refaire de l'entraînement trop puissant. Comment est-ce que je retourne vers un sport un petit peu intense, ou une forme de sport un petit peu intense, parce qu'ils ont peur. Souvent, ces gens, ils me disent, maintenant, j'ai peur de refaire du sport. Et je sais que chez Synops aussi, vous utilisez ces analyses, et quelqu'un qui est épuisé, vous allez un peu adapter le traitement. Et c'était une grosse aparté, mais pour revenir un petit peu sur quelque chose qu'on a abordé au début, mais là, vu qu'on arrive plutôt sur la récupération de la blessure, comment quelqu'un qui s'est blessé ou qui s'est poussé trop loin fait pour redémarrer? Je pense que c'est encore un peu différent que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, quelqu'un qui a fait beaucoup de sport et s'est cramé un petit peu. C'est ça. Je dirais déjà, c'est vrai qu'une personne qui est fort stressée, et ça a été mon cas aussi, qui est fort stressée dans la vie de tous les jours, qui décide d'aller s'entraîner pour juste décharger, c'est ce qu'on entend souvent. Ouais, j'ai besoin d'aller m'entraîner pour aller décharger, mais pour rajouter du stress au stress, c'est pas l'idéal non plus. Donc l'entraînement, c'est un stress, faut quand même le dire aussi. Donc c'est un stress qui pour moi est un stress positif si on va pas pousser à chaque fois dans les limites en allant faire 2 heures, 3 heures de sport, mais c'est un stress qui est plutôt positif. Donc moi je dirais ne pas rajouter du stress au stress, écouter son corps, mais peut-être momentanément se dire tiens, est-ce que je profiterai pas de ce moment pour moi j'appelle ça la série des mouvements, j'ai mis ça en place dans le protocole. Donc c'est la série des mouvements, c'est des mouvements médecine, c'est des mouvements qui réparent. C'est des mouvements où je vais essayer d'améliorer ma mobilité articulaire. Souvent, les gens se blessent aussi et s'arrêtent parce qu'ils ont une mauvaise mobilité articulaire. C'est des mouvements où je veux prendre compte de ma respiration. Donc, essayer de respirer par les poumons, ou alors il y a la respiration diaphragmatique, respirer par le ventre. En tout cas, prendre conscience. Beaucoup de gens ne prennent même pas conscience de la respiration. Donc, faire des exercices où je vais prendre conscience de ma respiration, essayer de faire baisser un petit peu ma fréquence cardiaque, essayer d'être moins dans l'orthosympathique, qui est vraiment l'état de stress, être plutôt dans le parasympathique et l'état de calme. Ça, je vais quand même le dire, moi, je suis fan des bains froids. Donc, à un moment donné, moi, je trouve que si j'ai une personne dans cette situation, je l'inviterai tout doucement d'abord à faire des travaux de mobilisation, et puis ensuite à faire des travaux de respiration, et puis ensuite tout doucement aller vers un travail de bain froid qui va plutôt régénérer l'état de la personne, en fait, momentanément. Soit momentanément, ou alors se dire, OK, puisque tu t'es inscrit à cette compétition et que tu peux pas changer la date, c'est alors augmenter maintenant un peu l'espèce de séance thérapeutique. C'est des séances qui vont compenser, en fait. Donc, c'est effectivement, si je passe autant de temps en état de stress, il faut compenser et créer ces moments où tu diminues le stress dans ton corps, en fait.
Donc voilà. Profiter de tes séances d'entraînement pour faire des séances où on vient diminuer le stress de ton corps par la respiration. C'est ça. Est-ce que tu as des exercices spécifiques? Est-ce que tu en as un en tête ou est-ce que tu as vraiment juste une palette énorme d'exercices? Pour moi, la cohérence cardiaque marche très bien déjà pour commencer. Oui, c'est ça. Donc la cohérence cardiaque, c'est une respiration guidée. 5 secondes de temps d'inspi, 5 secondes de temps d'expi. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Ça dure 5 minutes. Et donc, et c'est prouvé que juste la cohérence cardiaque, en 5 minutes, je peux faire baisser mon stress. En fait, je peux baisser mon cortisol et ça a effet durant 4 heures. Voilà. Donc, passer de storto au parasympathique. Exactement, c'est ça. Donc, je peux juste utiliser ces petits outils. Il y a plein de petites vidéos qui expliquent ça très bien sur YouTube ou sur Internet. Et donc, on peut suivre juste un petit c'est un petit curseur qui monte et qui descend. Moi, je fais ça même avec mes enfants pour juste tout doucement les conscientiser à la respiration. Beaucoup de personnes n'inspirent pas par le nez, respirent uniquement par la bouche. Et ça n'aide pas non plus à la récupération. Donc voilà, prendre conscience de la respiration par la cohérence cardiaque. Mais après, de nouveau, dans la respiration, on pourrait faire un autre podcast là-dessus. Il y a plein de façons de travailler la respiration. D'ailleurs, on en a fait un avec Rudy. Que tu m'as présenté à la base. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ça, le podcast sur la respiration est déjà sorti. Donc, vous pouvez aller le retrouver sur notre chaîne. Et oui, la cohérence cardiaque, moi je l'ai aussi sur mon téléphone. Cette petite bulle. Même avant de manger, on dit pour les personnes qui parfois ont du mal à être présent quand ils mangent, ils ont mangé et puis oh zut, c'est déjà fini, je me suis fait avoir un petit peu. Se mettre en parasympathique du coup peut aider à être plus présent quand on mange. C'est un total autre sujet. Non, mais c'est bien, c'est lié, tout est lié. Mais ça me permet de rebondir sur la nutrition parce que forcément quand tu t'entraînes ou déjà pour les gens qui se sont poussés trop loin, la nutrition va être très important, mais aussi au niveau de la supplémentation. Mais pour revenir peut-être au cas de quelqu'un qui a envie d'être en forme pour ses séances de sport, qui a envie d'avoir plus d'énergie aussi pour être plus motivé à aller faire du sport. C'est plus facile quand t'as un peu d'énergie que quand t'es fatigué. La nutrition joue un gros rôle là-dessus. On va pas faire un épisode que sur la nutrition, on en refera un autre, mais quels sont un peu tes grands conseils ou ta façon de travailler avec tes clients? Comment est-ce que tu les coaches un petit peu au niveau nutrition? Parce que je dois le dire, Patrick a une formation en nutrition. Exactement. Aussi. Par quoi est-ce que tu commences? Si je dois coacher un client en nutrition, c'est très, j'ai tout fait, j'ai expérimenté plusieurs choses et à un moment donné, j'ai pris un peu de recul par rapport à la nutrition, à me dire tiens, mon problème ou le problème des personnes comme moi, c'est qu'on est passionné par une multitude de choses et je suis un peu un touche à tout. J'aime bien, c'est mon caractère. Je suis un peu moi je me dis, je suis un peu un geek du fitness. Donc je suis passionné aussi par les petits gadgets et des choses comme ça. Je vais au salon du fitness. T'en as plein ici. Voilà, il y en a plein autour de nous. C'est ça. T'as même construit ton propre bain froid ici derrière la salle. Voilà, c'est ça. Donc je vais au salon du fitness pour avoir un petit peu les nouveautés. Donc je suis un peu passionné de toutes ces choses-là. Et par moment, j'ai décidé de sortir un petit peu de ma poche, de ma casquette, un outil pour accompagner un client en me disant voilà, c'est le bon moment pour toi pour travailler sur ce point-là et ainsi de suite. Et je me rends compte qu'avec ça, c'est que je ne veux pas non plus porter trop de casquettes. Je veux pas non plus que les clients aient trop de choses, trop de comptes à me rendre. Donc souvent, alors je dis ok, si tu peux être suivi par un nutritionniste, diététicien ou une personne qui va un peu te suivre au niveau alimentaire, donc c'est très bien. Et alors moi, je me focalise sur l'entraînement. Pas que je ne veux pas le faire, je le fais aussi. Mais donc quand je décide de porter ces différentes casquettes, alors je dis on va avancer par étapes. Une des premières choses pour moi, c'est tenir compte des macronutriments, mais pas tracer en tant que tel les macronutriments. Même si je me dis que parfois, avec certaines personnes, sur 15 jours, un mois peut-être, 15 jours c'est déjà très bien, c'est bien de tracer les macronutriments, de se dire, tiens, quelle quantité je mange. Parce que souvent les gens mangent trop. Je trouve qu'on mange trop. Certainement que tu as parlé avec Rudy. Rudy t'a dit qu'on respirait trop. Mais moi, je dirais qu'on mange trop la plupart du temps. Et les aliments qu'on mange sont un peu toxiques, faut quand même le dire. Et donc, juste pour avoir une idée de la quantité, c'est bien à un moment donné de tracer ces aliments. Donc après, je suis pas fan de maintenir ça sur le long terme parce que c'est très dur. Et donc, si je commence à tracer les macronutriments, on peut juste commencer d'abord à se dire, tiens, quelle quantité de protéines je mange par jour? Et c'est pour moi juste la base. Oui, macronutriments, c'est
lipides, protéines, glucides, en fait. Donc, les lipides, c'est les sucres rapides et lents. Les lipides, les lipides, c'est la graisse, bonne ou mauvaise graisse. Et puis ensuite, les protéines, protéines animales ou végétales. Donc, c'est tout ce qui est... Pour avoir une petite idée de, Voilà. Le but, c'est pas de faire un plan, de faire respecter ça au niveau macronutriments, mais c'est que les gens réalisent un petit peu, passer dans ce truc d'inconscient à conscient. C'est ça. Au niveau de ce qu'ils mangent, quoi. C'est ça, exactement, c'est ça. Et donc, une fois que j'ai pris conscience de mes macros sur la journée, ou en tout cas, une fois que j'ai pris conscience de mon apport protéique, moi, je trouve que c'est déjà une bonne base pour travailler. On mange, en tant que, coach en fitness et coach en nutrition aussi, je trouve qu'on mange pas assez de protéines et souvent on saute des repas si on part des recommandations qui vont de 1 gramme à 2,5, donc c'est 1 gramme par kilo de poids corporel. Si on part juste sur 1 gramme pour une personne de 60 kilos, elle devrait manger au moins entre 90 minimum 90, j'ai envie de dire, ça dépend si on suit 1 gramme, 1,5 ou si on monte avec les bodybuilders qui vont jusqu'à 2,5. Mais si on suit 1 gramme à 1,5, elle devrait manger plus ou moins 100 grammes de protéines par jour. 100 grammes de protéines par jour, c'est pas un steak de 100 grammes. Donc, un steak de 100 grammes, on est autour de 20 grammes d'apport protéique. Et donc, si on part juste sur ça, ce que j'essaie de faire avec les personnes, c'est de dire, OK, est-ce que tu as ton apport protéique journalière? Et c'est déjà pour moi une bonne base sur laquelle travailler. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on essaie d'implémenter, en fait. Comme je disais tout à l'heure, donc on essaie de passer par ces différentes étapes jusqu'à ce que ce soit inconscient, en fait. C'est de dire, mais effectivement, je mange, mais que ce soit le matin, à midi et le soir, j'ai mon apport protéique dans mon assiette. Et ce n'est plus un effort, en fait. Et au fur et à mesure, on évolue, en fait. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour avoir 100 grammes de protéines sur ta journée? C'est pas facile. Surtout, par exemple, moi, je suis pas végétarien, mais presque. Ouais. Je mange très peu de viande. Ouais. Comment est-ce que je fais pour, sur ma journée, avoir mes 100 grammes de, enfin, moi, il m'en faut même plus, que je pèse 90 kilos, donc je fais fois 1.5. Où est-ce que je les trouve les œufs sur le ma matin, journée? Les œufs le matin. Et je mange pas le matin. Tu manges pas le matin. En fait, ça c'est un bon discours. Ça serait un bon débat. C'est à quel moment devrait-on manger? En fait, moi, j'appelle le petit déj. C'est le premier repas de la journée. Peu importe qu'il a lieu à 8h, à midi ou à 14h. Donc, moi, je trouve que ton premier repas de la journée, donc manger des œufs, c'est pas mal. Donc, tu as suffisamment de protéines dedans et puis tu as de la bonne graisse dedans aussi. Donc voilà. Après, tu peux accompagner, si c'est ton premier repas et surtout si c'est plus tard dans la journée, tu peux accompagner avec une source de glucides, céréales ou autre. Mais donc, les œufs le matin, j'irai. Et puis ensuite, bon, c'est vrai que dans ton cas, si tu es végétarien, tu peux aller trouver de la protéine dans peut-être les produits laitiers. Est-ce que tu consommes des produits laitiers? Pas non plus. Ok, d'accord, c'est difficile. Est-ce que tu prends des protéines véganes? Oui, voilà, ça peut être une source. Parfois. Voilà, c'est ça. Donc, si tu prends un shaker, donc dedans, on a déjà 30 grammes. 30 grammes et 30 grammes, ça fait déjà 60 grammes. Et alors, si tu es vegan, je pense que tu es suffisamment armé, donc, alors tu vas aller chercher dans les légumineuses. Donc là, l'association des légumineuses, donc pour haricots, pois chiches, lentilles. Oui, exactement, c'est ça, exactement. Donc du coup, t'arriverais, si on suppose que tu vas rechercher 30 grammes là-dedans, t'arriverais à tes 90 grammes au moins. Et donc tu te rapproches de ces 100 grammes. C'est au moins jouer à ce jeu-là, à se dire que tiens, des œufs le matin, un shaker après mon entraînement, et le soir des légumineuses pour arriver à 30 exactement, grammes. C'est ça. Donc par exemple. Et si imaginons je m'entraîne le lundi, je m'entraîne à 14h et le mercredi je m'entraîne à 18h. Comment est-ce que je mange en fonction pour justement pouvoir être à 100% de mon potentiel au moment de l'entraînement, ou en tout cas avoir l'énergie nécessaire pour faire mon entraînement à ce moment-là. Je prends ces deux exemples exprès parce qu'il y en a qui vont s'entraîner plutôt le midi, d'autres plutôt le soir. Est-ce qu'on mange après son entraînement? Est-ce qu'on mange avant? Est-ce que ça a vraiment une importance? C'est toujours mieux de manger après. Donc c'est toujours mieux de placer son entraînement pas en même temps que la phase de digestion. Donc maintenant la phase de digestion, on va pas digérer les mêmes aliments, on va pas digérer les aliments de la même façon. Donc je pourrais rentrer vraiment dans les détails là-dessus, mais je dirais éloigner le repas de l'entraînement d'au moins 1h30 à 2h. Après ou avant. Ou avant, exactement, ou avant. Donc si tu décides de t'entraîner à midi, il faut que ton repas ou ton petit déjeuner le matin ait lieu au moins à 10h. Et donc pour éviter de compromettre ton entraînement, en fait. Donc ça c'est vraiment un élément crucial. Si maintenant tu t'entraînes à jeun, c'est prendre l'habitude de t'entraîner à jeun, en fait. Donc puisque tu vas manger après, donc c'est prendre l'habitude de t'entraîner à jeun et c'est y aller progressivement en écoutant son corps et des choses comme ça. Donc et là alors tu prends tes protéines
Moi, moi, souvent, ce que j'ai à mes clients, c'est vous avez la chance de vous entraîner, essayez d'avoir un apport protéique autour de votre entraînement. Et donc, forcément, après l'entraînement pour réparer. Quand la personne me dit, je vais manger directement après, alors là, donc, on regarde ensemble si c'est pas mieux de prendre des protéines avant l'entraînement, alors. Donc, sachant que la digestion des protéines sous forme de poudre va se faire plus rapidement que si c'est un steak de 100 grammes et ainsi de suite. C'est ça. Et si maintenant, par exemple, je m'entraîne à 18h, je vais pas manger à 16h, mais j'ai mangé à midi. Donc, imaginons, j'ai mangé à midi et je m'entraîne à 18h. Je crois que c'est le cas de pas mal de personnes qui vont directement après le boulot, qui au boulot ont mangé à midi, n'ont pas l'occasion de se faire un steak. Alors, c'est une collation. Ouais. Qu'est-ce que tu recommandes comme collation pré-entraînement? Quoi comme type de collation et combien de temps avant? C'est ça. Donc, moi, je dirais une collation, le fait de manger à midi et de ne plus rien manger puis d'aller s'entraîner à 18h, il y a plus de 4 heures qui se sont écoulées. Le problème, c'est que tu risques d'être légèrement en hypoglycémie, donc de manquer d'énergie, de pas avoir suffisamment de sucre et de punch pour pouvoir aller t'entraîner. Donc moi, je dirais, dans ta collation, il faut qu'il y ait une forme de sucre lent et pas sucre rapide forcément. Et donc forcément, si les fruits, c'est mieux parce qu'il y a des fibres dedans, donc ça va diminuer le pic, en fait, c'est ça, la vitesse à laquelle ton taux de sucre va monter dans le sang. Donc, moi, j'aime bien une banane, mais de nouveau, c'est discutable, ça, je peux l'entendre. Donc, moi, j'aime bien une banane, et puis ensuite, aller chercher, ce que j'aime bien, c'est, mettre quelque chose dans l'estomac qui ne soit pas trop lourd non plus, en fait. Et donc là, je trouve que les noix, c'est top. Donc, noix, avec un peu de raisin sec aussi. Si c'est nécessaire, voilà, exactement. Il y a toujours une boîte de noix au studio. Donc, si c'est nécessaire, peut-être prendre une boisson. De nouveau, ça dépend de quel type d'effort. Est-ce qu'on est plutôt dans un sport type marathon, triathlon et autres, ou est-ce qu'on est dans un entraînement plutôt haute intensité ou un entraînement bodybuilding, renforcement musculaire, et puis j'ai un peu plus de temps de récup. Donc, faudrait voir un peu ce qu'on peut mettre comme boisson isotonique, donc des boissons de l'effort. Pour pouvoir soutenir un petit peu l'entraînement. Donc voilà, c'est un peu du cas par cas. Mais voilà, donc une collation avant, certainement, qu'elle soit pas trop lourde, qu'elle soit très digeste rapidement, et puis qu'il y ait suffisamment d'apport de sucre dedans. Voilà. Et ça, c'est le volet vraiment nutrition. Ouais. Enfin, nutrition, alimentation. Maintenant, il y a aussi un volet complémentation. Bon, on a parlé un petit peu du coup du shaker protéiné. Je sais pas si on peut appeler ça des compléments alimentaires ou pas, mais est-ce que tu travailles avec certains compléments alimentaires que tu recommandes à quelqu'un vraiment hors analyse, vraiment purement pour l'effort sportif, que ce soit la performance ou la récupération? Est-ce que tu as un peu des trucs que tu utilises ou que tu conseilles à tes clients? Oui, effectivement. Donc j'ai une base. Donc je l'ai dit tout à l'heure hors antenne, je disais en fait, moi finalement après 15 ans de coaching, donc d'expérience dans le fitness, je me rends compte que mon public, c'est monsieur, madame, tout le monde. J'entraîne pas des sportifs de haut niveau. Non, monsieur, madame, tout le monde. On peut entraîner cette personne et faire en sorte qu'elle soit la meilleure version d'elle-même et qu'elle soit à haut niveau, mais pour elle-même. Derrière moi, ça marche. Exactement. À haut niveau pour elle-même, pour les besoins du quotidien. Mais donc voilà, moi, mon public à moi, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, je ne veux pas donner ou prodiguer des conseils pour des sportifs élites parce que c'est vraiment des choses à part. Donc, c'est des choses beaucoup plus détaillées. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, si on regarde, je vais tutoyer dans ce cas-ci, si tu vis en Belgique et que tu vis comme moi dans une grande ville où tous les aliments sont transformés, on se rend bien compte la plupart du temps, on se rend compte que les carences sont toujours les mêmes. Et donc, on parle souvent du magnésium, manque en magnésium, manque en vitamine D, carence en oméga 3. Et alors, bon, moi j'ai 40 ans, donc passé un certain âge, ça devient le zinc. Et puis après, comme cinquième élément, donc moi j'appelle ça mon top 5. Donc mon top 5, c'est magnésium, vitamine D, oméga 3, zinc. Et le dernier, ça pourrait être des probiotiques, par exemple. Donc, ça pourrait être des collagènes. Bon, c'est un sujet qu'on aborde souvent avec les clients et tout ça. Donc, mais
bon, voilà. Donc, les collagènes, ça peut être intéressant pour le. Là, alors, c'est peut-être quelque chose de plus précis, en fonction, parce que tu dis les probiotiques, par exemple, en fonction de ton microbiote aussi. Chez nous, chez Simp, on fait justement l'analyse du microbiote et on se rend compte que il y en a, ils doivent absolument en prendre. C'est vraiment, c'est ça. Ils ont un manque crucial. Par contre, d'autres, justement, ne doivent pas spécialement en prendre. Et donc, je pense que là, quand tu sors de ton top 5, c'est un peu plus... C'est du cas par cas, en fait. C'est ça. Donc, si je prends le top 4, c'est toujours les mêmes. Et le 5e, donc, dans le besoin, pour moi, j'ai certaines personnes, par exemple, qui sont ballonnées en permanence. Quand on va faire l'impédance métrique, on se rend compte qu'elles n'ont pas tellement de graisse viscérale, mais elles ont le ventre constamment gonflé. Et ça, pour moi, c'est parfois... Ouais, c'est ça. C'est parfois, pour moi, même, puisque je coach Monsieur Tout le Monde, et mon objectif, c'est fournir un service forcément de qualité et faire en sorte que l'expérience soit positive. Pour moi, c'est aussi éviter les blessures. Et donc, et pour moi, quand je vois une personne qui s'exerce en permanence avec le ventre complètement gonflé, je me dis, c'est que déjà son transverse n'est pas engagé. Donc, son muscle profond n'est pas engagé. Donc, et là, alors, ça devient un problème. Et parfois, je dis, OK, engage ton transverse. Et malgré ça, je me rends compte que le ventre est gonflé. Alors là, dans ce cas-là, je me dis, OK, il y a des choses à faire là-dedans. Et donc du coup, je recommande d'aller voir Simp. Oui, c'est ça. Mais là, du coup, toi, tu te rends compte. C'est ça aussi. Comment éviter de se blesser? Parce que j'imagine que les gens arrivent chez toi aussi avec souvent des inconforts un petit peu sur le côté. On parlait de l'épuisement, mais tu as aussi, j'imagine, des gens qui ont des problèmes de transit, de ballonnement, vraiment, problèmes digestifs sur le côté, ou même des lombalgies. Même moi, je suis venu te voir avec mon épaule, je m'étais fait opérer de l'épaule, je suis venu te voir en disant, Patrick, il faut que je retrouve ma forme. Je suis blessé, j'arrive pas à récupérer. Ouais. Ça, c'est un peu mon rôle quand je reçois une personne. Pardon, je t'interromps. Quand je reçois une personne, c'est un peu mon rôle aussi de dire, OK, on va faire plusieurs analyses, et puis on va établir plusieurs points. Et mon rôle, souvent en tant que coach, est de dire la priorité. Quelle est la priorité à l'heure actuelle? Pour moi, la priorité, c'est que tu vas faire des tests, que tu vas faire une prise de sang et des analyses sanguines. Pour moi, la priorité, c'est que peut-être que tu arrêtes de t'entraîner et que tu penses plutôt à ta récupération et à travailler autrement. Donc, je fonctionne juste par priorité dans un premier temps et par, c'est un peu, donc, quand je prends une personne, mon objectif, je prends toujours le même exemple aussi, c'est, si on prend Cristiano Ronaldo, qui est un super athlète, dans le football, c'est se dire que ce mec-là, sur le terrain, rapporte énormément d'argent. Juste le fait qu'il soit sur le terrain. Et pour qu'il soit sur le terrain, on suppose que quand il était sur le terrain, il joue correctement, et ainsi de suite. S'il est sur le terrain et qu'il rapporte de l'argent, ben on va éviter qu'il se blesse. On va faire en sorte qu'il soit le plus fonctionnel possible. Donc, on va le faire passer toute une série de tests et d'analyses pour l'envoyer, entre guillemets, au charbon et se dire, va sur le terrain et sois rentable pour nous. Mais en fait, même si je disais que j'ai entraîné Monsieur Tout le Monde, on se sert un petit peu du sport de haut niveau. On se dit, OK, moi maintenant, mon objectif, c'est rendre cette personne fonctionnelle, capable de quoi? Capable parfois, c'est juste de s'entraîner 2 à 3 fois par semaine et de vivre cette expérience positive et de se dire, tiens, j'y arrive, je suis capable, je progresse dedans. Et là, alors, pour que cette personne arrive à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a mieux de faire en priorité? Et donc là, c'est vrai que par priorité, vaut mieux aller dans telle et telle direction et se dire, pour ce prochain mois, pour ces 2-3 prochains mois, on va se focaliser là-dessus. Donc, et ça peut changer, accepter que ça peut changer. 3 mois après, on peut changer de cap et aller dans une autre direction. Et c'est pour ça que je n'aime pas trop qu'on me dise, tiens, Patrick, c'est quoi ton expertise? C'est quoi ton champ d'expertise? Quel est ton public? Et j'ai parfois eu ça aussi. J'ai eu un client qui est venu en disant, tiens, mais quelles sont les personnes qui viennent s'entraîner ici? Je dis, mais en fait, venez comme vous êtes. Les personnes qui viennent s'entraîner sont les gens qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. C'est ça. Donc, oui, et adapté à eux, du coup, pour plus rapidement aussi avoir un peu de plaisir. Oui. Si tu évalues bien l'objectif. C'est ça. Et que tu vois la progression dans cet objectif-là, le plaisir, il va être plus rapidement visible ou atteignable. C'est ça. Donc, je facture mes honoraires, donc ça me permet de vivre. Mais réellement, ce qui me motive, c'est voir les personnes progresser. Et donc, si je fais ça depuis quelques années, c'est que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi progresser. J'ai vu beaucoup de gens vivre des expériences positives et ça m'encourage à aller dans ce sens. Ça m'encourage à toujours un peu me documenter, rechercher, travailler sur certains outils. Et moi, quand je disais tout à l'heure que j'étais un geek de fitness, c'est que je ne propose jamais des choses à des clients si je ne l'ai pas testé moi-même.
je teste moi-même et je regarde un petit peu mon expérience dedans, mon ressenti, et ça me permet de jauger aussi et de dire, tiens, telle méthode, tel outil, telle analyse peut convenir à tel type de personne et à tel moment. Donc voilà. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait fait un bon petit tour. Je pense qu'on peut-être, je sais pas si t'as peut-être un mot de la fin ou un dernier conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le sport ou se relancer dans le sport et qui ne trouve pas toujours le courage. Me contacter, alors c'est le 0400. Non, je rigole. Non, passer à l'action, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un peu facile à dire. C'est être accompagné. Je me rends compte que le sport, même s'il y a des sportifs individuels qui marchent très bien, qui sont capables de se lever, de se motiver et puis d'aller faire les 10 km, il faut aller faire les 10 km. Mais ça, c'est un faible pourcentage. Mais la plupart des personnes ont besoin parfois d'être accompagnées, d'être guidées, de dire maintenant si tu dois faire ça, maintenant tu dois aller dans ce sens-là. Et parfois, c'est quand j'ai accompagné, c'est parfois avoir un partenaire, un ami, un compagnon, ou alors retrouver un environnement propice au développement, en fait, se dire tiens, cet environnement va me permettre de progresser. Et si je parle de l'environnement, c'est parfois tout bête, c'est juste parce que la salle ou l'endroit où je m'entraîne ou le parc ou peu importe se trouve à côté de la maison, se trouve à côté du bureau ou se trouve sur mon trajet, en fait. Donc c'est un peu de nouveau la faisabilité, en fait, se dire est-ce que c'est réel, est-ce que parce que si Patrick est perché à l'autre bout de Bruxelles, est-ce que traverser tout Bruxelles pour aller le voir, c'est une bonne idée? Ah bon, je suis pas encore à ce niveau-là. J'ai quelques clients quand même qui traversent Bruxelles, mais voilà. Donc je dirais c'est parfois s'entourer des personnes qui vont nous aider à progresser. Je suis coach et sincèrement je me fais suivre aussi. Je paye un coach qui me suit et à qui je dois rendre des comptes aussi. Donc je joue ce jeu-là aussi. Et ça je recommande vraiment à tout le monde. Entourer et rendre ça faisable, réaliste et mesurable, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ne pas voir trop grand, trop gros et donc voilà. Ben voilà. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup Patrick. Je crois que c'était très intéressant. Avec plaisir. Parce que j'ai pas bu. C'est magnifique. Merci. Magnifique ta cible. Donc voilà. Ben j'espère que ça a plu aussi à nos éditeurs. N'hésitez pas à partager ce podcast avec les personnes qui pourront bénéficier de son contenu, à nous mettre un petit like ou vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu dans ce style. Voilà. Nous on prend toujours en tout cas beaucoup de plaisir à faire ces épisodes de podcast et j'espère que vous pareillement. Merci Patrick et à bientôt. Merci pour l'audience. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien